Les fake news sont devenus un mot cliché de notre époque. Parfois dégainé trop vite, ce terme renvoie, sans doute de manière simpliste, à des phénomènes réels. Une certaine polarisation intellectuelle semble également avoir cours sur Internet, bien que son ampleur ne soit pas facile à quantifier. Face à ces phénomènes, qui sont loin d'être mutuellement indépendants, il est trop facile de blâmer Internet et les processus de diffusion de l'information qu'il permet et favorise. La technologie n'est qu'un outil. Comme l'écrivait récemment Gerald Bronner, mon invité pour cet épisode, nous avons tous une tendance cognitive à préférer les récits simples, à nous délecter d'anecdotes peu signifiantes mais fort croustillantes, à privilégier les informations et les arguments qui vont dans le sens de ce que nous croyons déjà. En permettant une multiplication de l'offre cognitive, Internet nous donne la possibilité de nous adonner à n'importe quel moment et où que nous soyons à ces vices cognitifs. Bronner enjoint ses concitoyens à faire preuve de davantage de discipline intellectuelle, ce qui est coûteux en énergie et douloureux pour nos affects et nos intuitions, mais nécessaire pour prétendre faire ce qu'il appelle une déclaration d'indépendance mentale. Eh bien bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Gerald Bronner, professeur à l'université Paris Diderot et membre de l'Institut universitaire de France, de l'Académie des technologies et de l'Académie de médecine. Gerald, bienvenue sur Liberté Académique, ou plutôt bienvenue à nouveau. Merci de m'accueillir, je suis très content de pouvoir discuter de nouveau avec vous en effet. Vous êtes la première personne qui est interviewée 2 fois sur notre chaîne. Voilà. Donc vous êtes sociologue, en particulier sociologue des croyances. Vous avez reçu votre doctorat en 1995, délivré par l'université de Grenoble 2, si je dis pas de bêtises. Non, c'est juste le titre de votre thèse, c'était « L'agent social et l'incertitude, approche sociologique du modèle de l'utilité espérée dans le cadre du paradigme de l'actionnisme ». Et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, on peut en citer quelques-uns. « L'Empire des croyances », publié en 2003. « La pensée extrême », publié en 2009 et réédité en 2015. « La démocratie des crédules » en 2013. Et votre ouvrage le plus récent, dont nous allons discuter aujourd'hui principalement, « Déchéance de rationalité », publié plus tôt cette année. Donc voilà, on va essayer de structurer notre discussion autour de ce livre-là. Et on peut commencer par parler du sous-titre du livre, « Les tribulations d'un homme de progrès dans un monde devenu fou ». Qu'est-ce que vous entendez par monde devenu fou ? Oui, alors d'abord le sous-titre n'est pas de moi, c'est pas pour me défausser que je dis ça, je l'assume. Il se trouve que je rends un amical hommage à Jean-Paul Enthoven, qui en fait n'est pas mon éditeur du tout, mais c'est lui qui avait beaucoup aimé le manuscrit avant qu'il paraisse et qui avait suggéré ce sous-titre, parce que le titre était un peu mystérieux, d'échéance de rationalité, il fallait ajouter un petit quelque chose pour dire quand même le ton et de quoi il était question, même si j'aime beaucoup le titre. Et donc, mon éditeur, c'est Christophe Bataille, pardon. Christophe Bataille, un excellent éditeur, et Pascal Bruckner, qui m'avait convaincu de faire un texte pour Grasset, parce qu'au départ, c'est pas ma maison d'édition initiale. Et ça m'a tenté de faire effectivement un livre dont le sous-titre dit bien qu'il est un récit. Donc c'est pas un livre de science à proprement parler, même s'il y a science dedans, enfin un peu disons d'approche analytique. L'idée c'était quand même pour une fois de me départir un peu de ma position de sociologue et d'assumer celle d'acteur, puisque j'étais acteur dans cette affaire. J'ai accepté de mouiller la chemise, pas seulement d'être observateur et sur une position analytique, mais essayer effectivement d'aller à la rencontre, d'agir en fait. Et je voulais raconter cela, les petits bonheurs et les grands malheurs, voilà, d'un individu qui essaye de défendre, je dis bien, de défendre la rationalité dans le débat public. Et en même temps qui peut être lui-même parfois irrationnel, qui peut dire des bêtises, qui peut se tromper, mais qui essaye de se tenir bien dans le monde. Dans un monde devenu fou, alors qu'est-ce que j'entends par là, parce que c'était votre question, eh bien, disons, c'est assez paradoxal, parce que comme vous le savez, puisque je sais que vous êtes un de mes lecteurs, en fait, je suis très méfiant sur la notion d'irrationalité. En réalité, je pense que ce qu'on appelle l'irrationalité collective est la plupart du temps la sommation
d'actions et d'interactions qui sont relativement rationnelles subjectivement. C'est-à-dire que les gens ont des raisons de faire ce qu'ils font. C'est un sens. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, encore une fois, mais voilà, j'appartiens à la tradition wébéro-boudonienne, on va dire, qui s'est beaucoup préoccupée de cette approche-là. Mmh. Et donc, quand je dis que le monde est devenu fou, c'est bien les effets émergents. Okay. C'est-à-dire ce qui est produit par des individus qui ne sont pas plus fous qu'avant, mais qui s'inscrivent dans des systèmes sociaux, dans des systèmes de production d'informations, de réception d'informations, qui produisent des effets émergents, en effet relativement illogiques, des formes d'irrationalité collective. Mmh, mmh. Et dans les exemples qui sont donnés, en particulier sur la 4e de couverture, on sent poindre que une partie importante de cette folie émergente, entre guillemets, elle apparaît plutôt en ligne sur Internet que dans la vie non digitale. C'est-à-dire que j'ai passé un peu de temps, c'est-à-dire un certain nombre de centaines de milliers de signes dans des textes à expliquer pourquoi la dérégulation du marché de l'information est favorable à des épidémies de crédulité. Mmh. Mais il ne faudrait pas avoir la naïveté de croire que le monde dit numérique est totalement coupé du monde réel. Au contraire, même, je dirais qu'à la limite, le récent mouvement des Gilets jaunes, quoi qu'on pense de ce mouvement, est une illustration parmi beaucoup d'autres des intrications subtiles qu'il peut y avoir entre le monde numérique et le monde réel, tout simplement. Et à la fois, d'ailleurs, j'avais écrit quelques textes pour souligner finalement l'homologie structurelle entre ce mouvement, même sur le terrain, un mouvement fait de ronds-points, de réticulations un peu éclatées comme ça, traversé de théories du complot, de toutes sortes de choses, de revendications aussi qui me paraissaient aussi légitimes d'un certain point de vue, enfin de toutes sortes de choses, et qui ressemblaient beaucoup homologiquement, structurellement à ce qui pouvait se produire sur Internet. Mmh. Alors donc je ne ferai pas de rupture nette entre les deux mondes. Il n'y a pas de monde virtuel. Le monde numérique n'est pas un monde virtuel à proprement parler. Ce sont des individus qui sont derrière des comptes, même si souvent ces comptes sont anonymes et qu'on y trouve des grands courageux, n'est-ce pas, tant que l'anonymat est tenu et que le courage fond comme neige au soleil dès lors qu'il s'agit de parler en son nom. Ça, c'est une question. Donc je parle de l'anonymat parce que c'est un des éléments qui fait que la vie sur le numérique est quand même un peu différente de la vie réelle. Pas dans la vie réelle, quand vous insultez quelqu'un dans la rue, il faut vous tenir prêt éventuellement à en subir les sanctions, subir les sanctions du réel, tandis que tout se passe, notamment sur Twitter et d'autres réseaux sociaux, mais en particulier sur Twitter, comme s'il n'y avait pas de danger réel, véritablement, et on sait bien que des individus masqués font plus facilement le mal que des individus qui parlent en leur propre nom. Ok, alors on peut rentrer un peu plus dans l'ouvrage lui-même. Il y a un fil rouge qui apparaît clairement, c'est vos interventions au Centre de prévention, d'insertion et de citoyenneté, qu'on peut décrire de manière plus simple et sans doute un peu abusive comme un centre de déradicalisation religieuse. On pourra mettre les nuances dans la suite de la conversation. Juste pour préciser, c'est une structure qui est située en Indre-et-Loire, et vous vous êtes rendu de manière hebdomadaire, je crois, c'est ça, pendant quelques temps pour leur faire prendre aux personnes qui vivaient dans ce centre, pour leur faire prendre de la distance avec leur parcours intellectuel, comme vous le dites. Oui, c'est effectivement, c'est un peu le fil rouge. Mais en fait, c'est un prétexte pour moi pour évoquer ce monde de fous dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et je raconte entre autres choses, parce que ce projet n'est pas sorti de rien, il a été évidemment conçu dans des ministères, d'ailleurs c'était un projet interministériel, donc j'ai accepté une mission interministérielle pour avancer sur ces questions, et donc je raconte, disons, un peu la naïveté du chercheur dans les couloirs des ministères, où il se perd au sens même physique du terme, je me perdais dans ces couloirs, mais par ailleurs je m'y perdais aussi intellectuellement. Des rencontres avec des ministres, avec le président de la République de l'époque, et ça fait partie finalement de la vie aussi du chercheur engagé, c'est-à-dire d'accepter de prendre langue avec toutes sortes de personnes, de quelque monde qu'elles viennent, que ce soit le monde politique, syndical, ma foi, le monde évidemment de la recherche, c'est le minimum, enfin un certain nombre de mondes sociaux, et on s'aperçoit que souvent, dans tous ces mondes sociaux, il n'y a pas tellement de méchanceté et de bêtises. C'est pas ça qui a paru en tout cas gouverner le monde dans les différents mondes sociaux que j'ai vus, c'était plutôt des individus avec une logique située, on va dire, donc une logique limitée évidemment, une rationalité limitée, mais souvent
plein de bonnes intentions, mais comme vous le savez aussi, l'enfer en est pavé. Donc je crois que le rôle du sociologue, c'est précisément de détricoter la façon dont toutes ces bonnes intentions font un tamis d'irrationalité collective, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que le cœur du récit, parce qu'il fallait bien une colonne vertébrale, et puis je pense que, comme j'en avais parlé au moment de la ressortie de mon livre La pensée extrême, de mon engagement dans ce centre, non pas donc de déradicalisation, c'est vrai que vous avez précisé qu'on pouvait synthétiser la chose comme ça, on y reviendra peut-être, mais je l'ai dit publiquement à plusieurs reprises, je n'aime pas le terme de déradicalisation, je ne crois pas à la déradicalisation, même si des esprits mal intentionnés, je les salue, me font apparaître comme quelqu'un qui veut déradicaliser les gens, c'est pas du tout ça. Qui lisent le livre, ils comprendront un peu mieux de quoi il est question. En revanche, c'est vrai que j'essaie peut-être cette naïveté de croire qu'il est toujours possible de faire quelque chose. Quand on a, je l'ai dit, cette phrase, pareil, qu'on peut moquer un peu, mais tant qu'il y a de l'humain, il me semble qu'il y a de l'espoir, parce qu'encore une fois, le cerveau humain est extraordinairement complexe. Et même des individus qui ont été socialisés de façon primaire dans des sectes, par exemple, témoins de Jéhovah, etc., eh bien, certains individus en sortent. Ils en sortent blessés, certainement. Hein. Ils ont des cicatrices biographiques, on va dire. C'est évident. Je ne dis pas qu'ils en sortent indemnes, mais il y a toujours une forme de plasticité dans sa vie personnelle qui rend tout possible. Tout possible, ça ne veut pas dire indépendamment des probabilités. Hein, il y a bien une inégalité des chances originellement, mais si j'ai combattu les modèles mécaniques déterministes, c'est précisément au nom de la complexité de ce que c'est qu'un individu et ses interactions avec le monde social. Donc même dans le cas d'individus qui ont été radicalisés dans l'islam et qui vous tiennent des propos insensés, les premières fois où vous les voyez, eh bien j'ai toujours pensé que même dans ce cas, il était possible d'instaurer un dialogue ferme, hein, ça ne veut pas dire d'avoir une forme de complaisance intellectuelle, mais un dialogue, parce que quoi qu'on en dise, ça reste des êtres humains qui sont en face de vous. Voilà. Et donc, il y a toujours quelque chose comme un espoir, mais il ne faut pas que cet espoir soit trop naïf, et c'est ce que je raconte dans le livre, justement. Ce que vous dites me fait penser, je donne un exemple, mais nous avons publié récemment une discussion avec deux anciens croyants qui ont quitté leur religion, dont l'un justement a été élevé dès son plus jeune âge, dans la foi des témoins de Jéhovah, deux Américains. Discussion en anglais. Voilà. Donc le fonctionnement du centre un peu plus en détail, comment ça se passait, qui étaient les bénéficiaires, vous donniez des leçons à l'ensemble des bénéficiaires hebdomadaires, donc, et quels ont été les... Oui, comment ça s'est passé, quoi. Je suis revenu pendant un certain nombre de mois, disons grosso modo du mois de septembre au mois de janvier, puisqu'au mois de janvier, eh bien, tout le monde avait disparu du centre, c'est-à-dire tous les bénéficiaires, puisque c'était un centre qui était fondé sur le volontariat, on n'obligeait personne à y aller, mais évidemment, certains de ces jeunes étaient un peu perdus, c'est pour laquelle ils acceptaient d'entrer en centre, et d'autres étaient sous main de justice. Et je suppose, bien entendu, qu'ils y voyaient là une stratégie possible de négociation avec le juge au moment du jugement, en disant, vous voyez, voilà, j'ai pris du recul par rapport à cette idéologie mortifère, et par ailleurs, je suis de bonne volonté, etc., etc. Bon, je suppose, parce qu'évidemment, ce n'est pas des choses qu'ils ont été amenés à me dire, bien que j'ai fait des entretiens avec eux, comme le fait un sociologue, mais je n'ai pas fait que des entretiens, en effet, je les voyais, donc 2 heures, ce qui n'était pas assez en réalité, mais j'avais pas le temps d'y aller plus souvent. Et puis, en plus, je rappelle quand même que j'intervenais bénévolement. J'étais le seul à intervenir bénévolement dans ce centre. Et puis, c'était loin. Il fallait que je prenne un train, que je loue une voiture. Enfin bon, c'était quand même un engagement, mais que je regrette pas du tout. Et ce qui faisait en général dans ce centre, il y avait plein de sortes d'activités. On essaie déjà, je crois, enfin, je dis moi, je n'étais pas du tout impliqué là-dedans. Encore une fois, je n'étais qu'un prof dans un collège, on va dire, ou dans un lycée. Enfin, plus que ça, je n'étais pas le proviseur ou quoi que ce soit, ni même celui qui conçut l'ensemble des programmes. On essayait déjà de les structurer d'un point de vue horaire, qu'ils se lèvent à l'heure fixe, qu'ils aillent plus ou moins se coucher à l'heure fixe, les repas étaient à l'heure fixe. Ils avaient des cours de théâtre, ils avaient des cours d'histoire, de citoyenneté, évidemment, ils voyaient des psychologues, enfin, donc on essayait de les, je crois, déjà de leur donner des horaires relativement fixes, car c'était pas le cas pour tous, lever à heure fixe, coucher à peu près à heure fixe, et puis repas. Ils avaient des cours de théâtre, des cours d'éducation civique,
d'histoire. On les faisait aussi travailler manuellement, c'est-à-dire prendre leurs responsabilités, créer un enclos autour de Pontourny, enfin des choses de ce genre. Ils voyaient des psychologues, bien sûr. Ils faisaient beaucoup de jeux de rôle avec des psychologues, un peu de théâtre, mais avec un arrière-fond des psychologues, notamment de Paris 7, l'équipe de Fethi Ben Slama. Et puis moi, ce que j'essayais de faire, c'est assez modestement, finalement, de développer l'esprit critique. C'est-à-dire de leur réapprendre la pensée méthodique. Puisque, c'était ça mon hypothèse, en consultant d'abord la littérature mondiale sur la question, elle n'est pas très 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 importante. Il y a quand même un certain nombre de collègues qui ont montré qu'en stimulant la pensée analytique, on avait une chance de faire reculer, dans le temps du laboratoire, c'est pour ça qu'il faut être prudent, de faire reculer la probabilité d'endossement de théories comme les théories du complot ou le créationnisme, qui est très préoccupant aux États-Unis, mais le créationnisme est préoccupant aussi pour les jeunes dont on parle, quand ils sont dans une idéologie islamique, souvent, et c'est-à-dire pas forcément à Darwin, ça c'est clair. Ouais. Et donc, ils étaient complotistes, pour la plupart, pour tous presque, qui étaient face à moi, très complotistes, et voire un peu paranoïaques. L'un d'entre eux relevait les numéros d'immatriculation de toutes les voitures qui se garaient devant. Je raconte toutes ces anecdotes, qui sont un peu flippantes en fait, parce que bien sûr, a posteriori, tout ça paraît anodin, mais avant d'aller dans ce centre, la plupart de mes proches me disaient que j'étais fou. On était au moment des attentats, juste après les attentats de Paris. Enfin, il y avait quand même un climat qu'il faut aussi reconstruire. Encore une fois, je vais dire a posteriori, semblait un peu ridicule et il ne faut pas se draper d'héroïsme. Mais enfin, tout de même, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer avec ces jeunes. Il s'avère qu'ils étaient très sympathiques et qu'à aucun moment je me suis senti mal à l'aise avec eux. Au contraire, c'était même assez chaleureux pour dire la vérité. Et donc, l'idée, c'était ça, stimuler leur pensée analytique. Ça, on sait relativement bien le faire, mais en centrant ce travail sur les éléments que j'avais pu repérer, que d'autres collègues avaient pu repérer dans le parcours de la radicalisation. Oui. C'est-à-dire, dans un parcours de radicalisation, il y a quand même quelques grands points communs, malgré les différences. Évidemment, chaque individu est différent, la biographie, les variables culturelles, bien entendu, mais en même temps, il y a aussi des invariants. Vous savez, ma façon de définir la sociologie, c'est que c'est une discipline qui s'intéresse à l'hybridation entre des invariants mentaux et des variables sociales. Donc, je ne lis ni l'un ni l'autre. Les deux, je le redis très fermement pour les monistes acharnés, qui veulent vous enfermer dans un camp, la psychologie évolutionniste, ou dans l'autre, le constructivisme. Non, je pense que la réalité sociale, elle peut s'expliquer seulement par les deux éléments. Mais en l'occurrence, c'est plus facile, là, dans ce cadre-là, de travailler sur les invariants mentaux que sur les variables sociales. Vous voyez, parce que c'est assez divers. Les individus étaient assez divers, ceux qui étaient face à moi. Moi, globalement, c'était quand même des jeunes assez perdus, qui avaient un parcours de vie pas facile, vraiment avec une histoire familiale douloureuse. Enfin bon, c'était le point commun de la dizaine de jeunes que j'avais devant moi, que je décris aussi un petit peu en maintenant évidemment l'anonymat de ces individus, mais pour que le lecteur comprenne que j'avais face à moi quand même un peu des jeunes en souffrance, enfin pour certains d'entre eux en vraie souffrance sociale, psychologique, qui n'est pas forcément d'ailleurs la caractéristique du grand terroriste, entre parenthèses. Oui, tout à fait. Pas forcément un échantillon tout à fait représentatif, mais malgré tout, donc j'ai essayé de travailler avec eux, par exemple, sur la question de la dérégulation du hasard, puisque on le sait, quand un individu se radicalise et va vers la pointe de la radicalisation, il a l'impression, ça c'est pas seulement dans l'islam, c'est le cas dans beaucoup de sectes aussi, ou même chez les charismatiques, par exemple pour les travaux que j'ai pu diriger sur cette question, les individus ont l'impression que le hasard n'existe pas, que l'univers leur parle, que tout fait signe, que tout fait sens, et sens vers un engagement encore plus profond. Le dilemme des individus, c'est de se dire, attends, si Dieu, ou quel que soit le nom qu'on donne à cette entité, m'envoie des signes, je serai quand même bien répondre au garde à vous, quoi. Ces individus ont de plus en plus à se mettre au garde à vous, et évidemment, s'ils tombent sur le mauvais agent d'influence, sur le mauvais gourou, il va leur faire des bêtises, quoi, grosso modo, quoi. Ou alors ils vont eux-mêmes produire, inspirés de la géopolitique, de l'actualité la plus meurtrière, des actes. Et c'est ça qu'évidemment qu'on pourrait craindre. Il faut rappeler quand même que parmi ces jeunes du centre de Pontourny, il y en a un au moins qui a essayé de partir 2 fois en Syrie, d'ailleurs qui est à l'heure où je vous parle en prison pour une peine de 8 ans. Donc ce n'était pas que des individus totalement anodins du point de vue de la radicalisation que j'avais en face. Ok. Et
Bon, vous décrivez les leçons, leur contenu, leur déroulement. Les impressions ont été plutôt bonnes, les réactions des élèves, entre guillemets. Oui, alors, d'abord, elles étaient bonnes à titre personnel, c'est parce qu'ils étaient intéressés. Je veux dire, j'ai pas subi de chahut. Enfin, il y avait quand même un ou deux qui étaient quand même agités. Au moins deux personnes qui relevaient, disons-le franchement, de la psychiatrie, qui n'avaient rien à faire là. C'était un très très mauvais signe pour eux. Ils n'avaient rien à faire là, donc je raconte les quelques rares chahuts que j'ai eu à subir, mais grosso modo, c'était pas du tout ça. C'était plutôt des jeunes à la fois bienveillants, qui étaient contents que je vienne, qui voulaient que je revienne plus souvent. Alors ça, c'est amusant, parce que je crois qu'ils s'ennuyaient un peu quand même, en fait. Faut pas trop me lancer de fleurs. Je crois qu'en fait, c'était amusant ce qu'ils faisaient avec moi, donc ils avaient envie que je revienne plus souvent. Donc l'accueil était bon, mais en même temps, j'ai vu que ce que j'ai fait créait de la souffrance aussi pour certains d'entre eux, puisque je raconte cette anecdote dans le livre. L'un d'entre eux, en fait, perdait le sommeil. En fait, il était frappé d'insomnie, et il disait aux éducateurs qui étaient là que c'était à cause de mes interventions, et en même temps, le même voulait que je revienne plus souvent. Donc vous voyez le paradoxe. Je ne sais pas comment interpréter ça. La façon la plus tentante pour moi, mais je me méfie de ce que mon désir ne contamine pas mon croire, évidemment, de cette affaire, donc je le dis avec beaucoup de prudence. L'idée, c'est qu'il y avait quelque chose qui bougeait en lui et son système de représentation sentait bien que ce qu'on faisait ensemble le constituait un danger. Je m'en suis aperçu notamment quand on a travaillé sur les prophéties, les annonces de prophéties, donc les récits apocalyptiques, millénaristes, dont on sait qu'ils étaient très présents, notamment dans la rhétorique de Daesh, entre autres, et qu'on a approché donc ces récits non pas quand ils avaient une forme, disons, de la forme de l'islam que l'islam propose, mais dans d'autres religions, et notamment sur le célèbre livre de Festinger, L'échec d'une prophétie. Qu'est-ce qui se passe quand la date de l'apocalypse arrive et qu'il ne se passe rien, parce que c'est comme ça que ça se passe en général. Sinon, d'ailleurs, on ne pourrait plus en parler si c'était annonce apocalyptique, et ils ont très bien compris. Ça, c'était amusant parce qu'on a fait des jeux de rôle autour de ces questions. Ils ont très bien compris que quand l'apocalypse arrive, les croyants n'abandonnent pas pour autant leurs croyances. Et là, ils ont commencé, certains d'entre eux, à se justifier en disant qu'eux avaient un rapport très symbolique à la notion d'apocalypse, qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait une date précise. Et évidemment, quand on a recours à une interprétation symbolique d'un texte, c'est déjà gagné du point de vue de la radicalisation. Parce qu'en fait, la radicalisation générale, c'est une approche littérale d'un texte. Et c'est cette approche littérale qui est dangereuse quand elle est en rupture avec la connaissance ordinaire. Pas quand vous avez je sais pas moi, les protestants américains qui ont une lecture littérale de l'Ancien Testament, ils ne croient pas à Darwin. C'est évidemment compatible. Alors pour être chrétien et croire à Darwin en même temps, il faut avoir une interprétation symbolique du texte. Donc dès lors que les gens commencent à vous dire j'ai une interprétation symbolique du texte, vous dites ça va mieux. Et donc là, toutes les étapes, j'étais pas très surpris parce que ce sont des étapes évidemment classiques de la défense de la croyance, mais je voyais aussi dans le regard de certains d'entre eux passer la mélancolie. Parce que lorsque vous êtes croyant, et j'en sais quelque chose, j'ai été croyant jadis, lorsque vous êtes croyant, vous n'abandonnez pas votre croyance comme ça du jour au lendemain sans qu'il vous en coûte, et qu'il vous en coûte très très cher. Voilà. Il n'y a pas de rupture de croyance qui ne soit pas fondamentalement mélancolique. Oui. Vous parlez des méthodes qui peuvent être employées pour essayer d'aider les gens à reconsidérer leurs croyances. Et en général, ce qui a été remarqué par les rationalistes, par les gens qui s'intéressent à l'esprit critique et à son enseignement, c'est qu'il est plus efficace de donner aux gens les outils de la réflexion méthodique, de la pensée analytique, plutôt que de contredire frontalement les croyances spécifiques qui sont avancées par les gens. Et ils ont raison, les rationalistes qui pensent. C'est cette méthode que j'ai appliquée dans mon livre, justement. J'ai pris soin de ne pas contredire leurs croyances, non pas par crainte ou je ne sais quoi, parce que je pense que ça aurait été profondément contre-productif, puis je ne me sentais pas très légitime. Moi, j'ai lu le Coran, par exemple. Déjà, bon, c'est comme la Bible, c'est pas absolument passionnant de les lire, mais je l'ai lu.
Et évidemment, je ne suis pas arabophone. Enfin bon, il manque toute une série d'éléments culturels pour avoir la moindre légitimité sur cette question. Donc je ne suis pas un islamologue. Et ça aurait été un peu ridicule de leur donner des leçons sur cette question. Donc en effet, ce que j'ai voulu faire, c'est leur donner des outils de déclaration d'indépendance mentale. Et très au-delà d'eux, j'aspire à une société où ces outils seraient fermement proposés à chacun d'entre nous, notamment sur le temps long de l'éducation nationale. J'y travaille aujourd'hui. Donc en fait, c'est une vision du monde. Vous savez que je n'aime pas beaucoup mélanger la politique et la science. Je pense que ça ne fait pas un bon ménage du tout. Et donc en fait, pour moi, le seul débouché politique du rationalisme, c'est simplement la défense de la pensée méthodique. Alors on peut appeler ça faire de la politique si on veut. Non, moi je pense que c'est ce qui se fait en science. On défend la pensée méthodique. Il faut le faire aussi dans le débat public. Et quand c'est possible, c'est pas toujours possible, le faire y compris sur des questions sociétales. Je dis que c'est pas toujours possible parce que certaines questions sociétales se tranchent pas seulement selon la catégorie du vrai et du faux. Elles se tranchent parfois selon la catégorie du bien et du mal, ou du beau et du mauvais, et que ces catégories sont beaucoup moins facilement appréhendables par la pensée méthodique. Mais si déjà on avançait sur les catégories du vrai et du faux, quand il est possible de le faire avec la pensée méthodique, alors qu'on appelle ça une rupture de neutralité axiologique ou de liberté par rapport aux valeurs, je ne le crois pas du tout. Je pense que la seule défense, en effet, le seul débouché politique de la pensée rationaliste, c'est ça, et rien d'autre. Il faut être très attentif à ne pas se laisser, à ne pas se servir de cette pensée méthodique pour faire passer comme un passager clandestin dans une valise à double fond, pas avec quelques compulsions idéologiques. Oui. Vous parlez aussi d'un... Comment dire, enfin, toujours pour les rationalistes ou pour ceux qui veulent diffuser la pensée critique, vous parlez aussi de l'importance de garder en tête que s'il est difficile de convaincre les gens qui sont vraiment très arrêtés dans leurs croyances, il est en revanche concevable et important d'essayer de convaincre les indécis. Bon, ça c'est de manière plus générale, sans parler des jeunes du centre dont nous parlions. Oui, c'est évident. Enfin, je veux dire là, pour le coup, toutes les théories sur les croyances convergent vers cela, évidemment. Décision, c'est un rapport moins engagé, c'est presque tautologique à la limite. C'est un rapport moins engagé dans l'objet cognitif qu'est la croyance, et donc évident que vous pourrez avoir disons, on va faire marche arrière en quelque sorte beaucoup plus facilement, mais cependant, et là c'est une question qui est difficile à trancher, les premiers moments sont essentiels. Que quand l'indécis sur un sujet va rencontrer des propositions intellectuelles qui vont faire de lui un demi-croyant, quelqu'un qui va entrer dans la question de la croyance, ça sera beaucoup plus difficile, il faudra beaucoup plus d'énergie pour le faire reculer que ce qu'il lui en a fallu pour faire ses premiers pas. Et donc la question du timing est totalement fondamentale. Or, précisément, puisqu'on en revient à la question du numérique, eh bien, c'est ça que pose le grand défi que pose le numérique aujourd'hui, c'est qu'on le sait sur certains sujets, les infox vont beaucoup plus vite que les vraies informations, pour plein de raisons. On peut en discuter si vous voulez, mais enfin, on sait à peu près assez bien pourquoi. Je l'ai expliqué aussi dans plusieurs textes, notamment à cause de la démagogie cognitive, parce que ça va dans le sens de nos attentes intuitives, entre autres choses, et parce qu'il y a de très bons VRP, ça marchait. Donc il y a de très bons VRP. Les VRP, c'est des croyances, c'est-à-dire qu'ils sont très très motivés à vendre le produit, ils font des heures sub gratuites, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça va être un point du marché. Bonne équipe de VRP, et produit qui va dans le sens des attentes naturelles de notre esprit, de notre corps, de nos compulsions. Tout cela fait qu'en effet, on est confronté à une difficulté de rapidité de diffusion. Donc le rationalisme a un problème de temporalité. Il faudrait réagir extrêmement vite, mais je crois que ça se fait de plus en plus. L'avantage de la zététique et tous ces mouvements qui peuvent être critiquables par ailleurs, je sais qu'ils sont pas exempts de critiques, puis ça dépend qui surtout les porte en réalité. Parce que le principe de la pensée méthodique, je pense qu'on est tous d'accord. Ensuite, voilà, si ça devient des slogans automatiques pour faire passer ces compulsions, c'est plus de la pensée méthodique en réalité, mais bon, peu importe. En tout cas, ce qui est très bien quand même dans ces mouvements, c'est que ça forme un certain nombre d'esprits, bon, parfois mal, ok, on vient de les évoquer, mais parfois bien aussi, et des individus qui vont réagir assez promptement parce qu'ils vont reconnaître les situations, ils les connaissent. Quand il y a une
rumeurs qui arrivent, ils reconnaissent la structure, etc. Alors, ils vont pas forcément dire que c'est faux, mais ils vont peut-être dire, attention, méfiance. Ça ressemble à un type de raisonnement qu'on a déjà vu sur des agents éventuels de suspension du jugement. Hein, qui est quand même une des bases du scepticisme, tant que j'ai pas l'information sûre, je peux raisonner de façon probabiliste et en attendant aussi suspendre mon jugement. La suspension du jugement, ça ne veut pas dire l'indifférence totale. Je peux dire je suspends mon jugement, mais en toute probabilité, cette situation ressemblant à N autre que j'ai connue, il est quand même fort probable que. Ça ne veut pas dire l'administration définitive de la preuve. Parce que la suspension du jugement peut devenir une absurdité aussi. Oui, ça peut devenir une forme de scepticisme absurde. Et je crois que l'histoire du scepticisme a depuis longtemps dépassé la suspension, n'est-ce pas, acéphale du jugement. Oui. Donc, oui, vous en avez déjà touché 2 mots, mais au-delà de ce centre de prévention, insertion et citoyenneté, il y a des efforts qui sont faits de manière récurrente pour essayer d'enseigner la pensée critique dans l'éducation nationale même. C'est un peu des efforts qui sont souvent contrariés ou reportés. Enfin, vous en parlez justement dans le livre. C'est quelque chose qui est déjà en place en partie, si je me rappelle bien. Mais voilà, il y a beaucoup de controverses et puis il y a une certaine lenteur. Et vous donnez même une anecdote assez frappante à ce sujet-là, puisque l'un des programmes de formation qui avait été envisagé, ou même peut-être mis en place, je ne sais plus, avait un volet diffusion de la connaissance scientifique dirigé par Bruno Latour, dont on connaît par ailleurs l'histoire intellectuelle. Oui, ça c'était sous la présidence précédente, celle de François Hollande, où j'avais accepté d'abord de participer à un grand colloque autour de la théorie du complot. C'était après Charlie Hebdo, donc on se rendait compte que c'était pas sans dommage, en fait, que certaines formes de crédulité n'étaient pas sans dommage. Après, il y a eu bien sûr la question du vaccin, enfin toutes sortes de questions qui montrent que ces croyances, elles peuvent être loufoques, amusantes quelquefois, mais elles ont aussi éventuellement des impacts dans la vraie vie, ça se passe sur le numérique. Et donc, j'ai été en but. Moi, je suis pas très politique. C'est vraiment pas mon. Alors, quand je le dis souvent, je suis fonctionnaire et j'aime la République. Je veux dire, quand on me convoque, je vois pas de raison de dire non. Enfin, tout dépend. Dans l'état actuel du système politique, je le dis très sincèrement, si des radicaux arrivaient par les urnes au pouvoir, comme l'histoire a déjà montré que c'était possible, ma loyauté serait sans doute différente. Mais à ce moment-là, en tant que fonctionnaire, il faudrait que j'en tire toutes les conclusions logiques. C'est-à-dire que ce qui me paraît bizarre, c'est que des gens vont à la gamelle et crachent dans la gamelle en même temps. C'est pas une façon de se tenir dans le monde, pour moi. Voilà. On se tient bien dans le monde, ou pas. Et donc, par conséquent, évidemment, quand un ministre me convoque, j'y vais. Et c'était le cas donc dans le sous-ministère précédent de l'Éducation nationale qui se préoccupait de ça. Sauf que qu'est-ce que j'ai vu, comme je l'ai vu souvent dans les ministères malheureusement, donc ça c'est une question beaucoup plus générale, de la temporalité de la décision politique. Et je vois des politiques d'abord qui n'ont pas tant de pouvoir que ça, y compris des ministres, parce qu'ils sont englués dans une administration très complexe. Et puis, par ailleurs, ils ont un agenda de communication plutôt que d'action, véritablement. Ça, je l'ai vu, c'est pas leur faire offense, et je comprends pourquoi. Ils ont le nez dans le guidon sans cesse. En plus, je crois que ça s'est aggravé d'une certaine façon parce que notre président Emmanuel Macron a décidé de réduire le nombre de conseillers dans chaque ministère, voulant alléger la charge de l'État, ce qui peut sembler vertueux, mais en l'occurrence, je crois que c'est assez catastrophique, notamment pour le ministère de l'Éducation, qui est un énorme ministère et qui aujourd'hui n'a clairement pas assez de fonctionnaires au sein même du ministère. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, il y a des sujets qui ne sont pas traités comme ils devraient l'être, même si les uns et les autres, les ministres qui se suivent, ont conscience que c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans un premier temps ? Ils ont surtout fait de l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'ils puisque les jeunes se trompent en lisant Internet, on va leur expliquer comment utiliser Internet. Ça ne me paraît pas la meilleure solution
tout simplement parce qu'ils savent utiliser Internet. Et les jeunes savent globalement, je crois, qu'il y a des sites qui peuvent les tromper, ça ne les empêche pas d'être intéressés par, etc. Bon, ça c'est un premier problème. Et quand on voit la façon dont YouTube, par exemple, régule le marché, c'est catastrophique. Il y a des acteurs qui me paraissent plus vertueux sur ce marché, mais d'autres pas du tout, ou alors très très peu vertueux. Bon, même YouTube essaie de faire des efforts. Je veux dire, semaine après semaine, il y a des papiers qui tombent, là, qui sont publiés, qui montrent combien la gestion de Google et YouTube est pour le moment catastrophique. Donc, alors, on sait que vous regardez, c'est un certain aussi, d'ailleurs, le contenu, et voilà, ça peut avoir un impact. C'est pas idiot de leur apprendre à avoir un peu d'esprit critique, d'essayer de voir la source et tout, mais comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, les rationalistes applaudissent à ce genre d'initiative, mais disent généralement il faut aller beaucoup plus loin que ça. Je pense la vraie initiation à l'esprit critique, c'est ce que j'ai essayé de faire avec les jeunes de Pontourny, et c'est ce que j'espère on va pouvoir faire dans l'éducation nationale, c'est apprendre aux jeunes à penser leur propre pensée, c'est-à-dire à s'interroger sur les évidences, sur leurs intuitions par rapport au monde, et leur dire que ces intuitions sont parfois bonnes, mais pas toujours, et apprendre des situations où ces intuitions sont fausses. Dans le domaine de la biologie, quand on est confronté par exemple à la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution qui est très contre-intuitive, et dans beaucoup d'autres domaines. C'est évidemment le domaine innombrables des biais cognitifs. On sait qu'il y en a plus de 150 qui ont été identifiés, qui peuvent s'hybrider les uns avec les autres, qu'en plus ces biais peuvent s'hybrider avec des stéréotypes culturels, sociaux, et que tout cela fait une salade évidemment mentale, très difficile. Mais sur le temps long d'éducation, il est peut-être possible de faire quelque chose, disons, Nous avions beaucoup avancé sur cette question, notamment avec Jean-Michel Blanquer, mais je raconte ma déception dans le livre. Mais pour être tout à fait honnête, parce que c'est facile, comment dirais-je, toujours d'aboyer sans cesse, je sais le faire quand il le faut, mais il faut reconnaître quand il y a des choses qui se passent, et je dois dire que depuis la sortie du livre, j'ai revu Jean-Michel Blanquer, et que j'ai accepté de faire partie du conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc, vous voyez, je vous le dis, je ne l'ai pas encore officialisé, ça fait plusieurs semaines que je le sais, et je l'officialiserai comme on le fait maintenant sur les réseaux sociaux. Mais ça me donne le grand plaisir de travailler avec Stanislas Dehaene, par exemple, avec Elena Pascalini, avec Franck Ramus, avec des gens, d'ailleurs, on peut avoir des sensibilités scientifiques très différentes, hein, c'est pas le problème, mais des gens sérieux sur lesquels il pourrait y avoir une base de discussion rationnelle. Ce que fait le conseil scientifique, c'est évaluer la littérature sur une question. C'est pas produire à proprement parler des expérimentations. Mais en revanche, je pense que sur la base de ce conseil scientifique, il pourra être diligenté un certain nombre de recherches précises pour répondre à des questions qui ne trouvent pas encore de réponse à ma connaissance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, il y a des papiers absolument passionnants sur la métacognition qui ouvrent de nouvelles voies de compréhension, par exemple, de la radicalisation, de ce genre de choses. Et je crois j'espère qu'on va avancer, on va voir. C'est quoi la métacognition par rapport à la cognition ? La métacognition, c'est la conscience comme son nom l'indique, la conscience qu'un individu peut avoir de ses processus cognitifs. Par exemple, vous pouvez évaluer des tâches. Par exemple, vous faites des tâches d'apparition lumineuse. Vous demandez s'il y a plus de tâches lumineuses sur le plan A ou le plan B. Les individus ont raison ou se trompent, et vous leur demandez, par exemple, quelle est la probabilité de chance que vous ayez raison ou tort. Et vous voyez que certains individus ont tendance à se faire plus confiance que d'autres, ou à avoir à peu près le même niveau, mais à se faire moins confiance quand leur erreur est importante, ou plus confiance quand leur erreur est importante, etc. Tous ces processus de rapport à la cognition, c'est la métacognition. Et c'est très intéressant parce que ça fait des tests qui sont indétectables pour les individus. C'est-à-dire que ce n'est pas des tests que vous pouvez tromper facilement. Voilà. Donc il y a là aussi un domaine de recherche qui est en émergence, que je ne connaissais pas, que je suis en train de découvrir, et qui me paraît tout à fait passionnant pour avancer sur nos questions. Alors, je l'ai senti poindre, enfin, sans surprise évidemment, des signes qu'il y a des dissensions dans l'espace intellectuel au sujet des questions dont on vient de discuter. J'ai senti poindre évidemment dans le livre, dans vos réponses aussi. On peut peut-être explorer un petit peu plus en détail. Je ne sais pas si
s'il est pertinent de revenir sur cette controverse au sujet de l'enseignement de l'esprit critique dans l'éducation nationale. Je crois qu'on en a déjà parlé sur le podcast. Je ne sais plus si on en avait parlé avec vous-même, mais en tout cas avec Christophe Michel de l'hygiène mentale et aussi Sébastien Diegues. Donc on peut peut-être passer... je ne sais pas, à moins que vous teniez vraiment à en parler. On peut parler d'autres choses. Mais on peut également parler on peut plutôt parler peut-être revenir encore un peu sur quelque chose dont il était question dans le danger sociologique, l'un de vos ouvrages précédents, puisque vous en parlez encore dans ce livre, qu'il y a cette tentation dans beaucoup de lectures des réalités humaines, d'attribuer aux acteurs des motivations autres que celles qu'ils affirment. Donc ça, vous en avez déjà touché 2 mots au début de notre entretien. Et ce qui est, comme vous l'avez précisé, ce qui va pas toujours amener à des conclusions fausses, mais ça risque d'ouvrir la porte à toutes les manipulations idéologiques. Ouais, là, on rentre dans des questions épistémologiques très complexes. Oui. Est-ce que, grosso modo, le sociologue, par exemple, lorsqu'il fait des entretiens, comme ça m'est arrivé souvent d'en faire dans beaucoup de recherches précédentes qui ont donné lieu à des publications, il va demander à l'acteur de verbaliser ce que sont des objets mentaux en réalité, son expérience, ce qu'il pense, des raisonnements, etc. Et on va considérer, ou pas d'ailleurs, ça dépend des sociologues, on va considérer que ce que dit l'acteur n'est pas sans rapport avec l'objet mental qui motive cette verbalisation. Mais d'une part, il est possible que l'acteur social mente consciemment, parce que certaines déclarations peuvent l'amener à subir des dommages symboliques, par exemple. Typiquement, si vous interrogez quelqu'un sur ses convictions politiques, et que ses convictions politiques sont radicales, et qu'il subodore que l'individu qui l'interviewe n'aura pas les mêmes convictions que lui, et va en nourrir une conception négative de sa personne, il peut évidemment... voilà. Donc déjà, il y a ce problème. Ce qu'on appelle les régionalisations dans l'entretien. Par ailleurs, l'individu peut se croire sincère, mais donner une verbalisation qui est fausse de sa réalité. Ouais. C'est-à-dire ça même, ne serait-ce que parce que l'entretien fait souvent recours à des problèmes de mémorisation, et on ne mémorise pas forcément l'expérience telle qu'elle s'est produite. Il y a le biais de disponibilité, etc. etc. Bon. Et enfin, l'individu, sans parler de son expérience, peut simplement être agi par des mécanismes, disons, d'abord cérébraux, et pourquoi pas, disent certains, par des mécanismes sociaux dont il n'a pas conscience, et qui est donc, à propos desquels il va proposer une rationalisation verbale qu'il ne pourra pas forcément prendre au sérieux. C'est pourquoi le problème de l'approche qualitative est très complexe. Donc, si vous regardez la façon dont moi je l'ai utilisé, parce que j'ai utilisé plusieurs fois les approches qualitatives, je l'ai toujours fait sur des bases inférentielles. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui m'intéressait, c'est la façon dont raisonnaient les gens. Donc j'allais chercher dans cette verbalisation l'expression des invariants mentaux que je supposais existants. Et comme ces invariants mentaux, je les décelais par la verbalisation et qu'ils étaient statistiquement convergents, je considérais que j'avais des bonnes raisons de prendre au sérieux les raisonnements de ces individus. Par exemple, des approches biographiques, etc. C'est ensuite de cherry-picker, de faire le cherry-picking, comme je le vois sans cesse dans des articles que j'expertise pour des grandes revues, parce qu'on me demande souvent des expertises. Par ailleurs, je suis au comité de rédaction de l'année sociologique, qui est une des grandes revues de la discipline. Et donc, j'observe souvent que les entretiens sont traités, non pas exhaustivement, par l'intelligence artificielle, etc., des logiciels qui permettent de le faire, mais avec, je suppose, la sincérité du chercheur, mais qui embarque évidemment un certain nombre d'a priori et d'attendus, et qui va trouver généralement des morceaux de phrases qui vont servir d'illustration, n'est-ce pas? Un peu comme dans du journalisme, en fait. On n'est pas très tellement au-delà de ces questions. Bon. Alors, c'est pourquoi, je pense, dans le danger sociologique, nous avons reporté ce qu'on appelle la tradition de la sociologie analytique, c'est-à-dire que pour avoir un modèle sociologique cohérent et acceptable, il faut que ce modèle explique un phénomène macro-sociologique qui est en lui-même énigmatique, qu'on ne pourrait pas expliquer comme cela,
sauf à l'expliquer par une covariation de variables, n'est-ce pas, le haut du bateau, si vous voyez pour Goldman, c'est-à-dire expliquer une variable macrosociale par une autre variable macrosociale. Vous n'avez pas expliqué grand-chose, vous avez simplement expliqué qu'il y a une corrélation, ce qui est intéressant quand elle est avérée. Admettons même que ça soit une cause, que vous puissiez le démontrer, il y a des outils statistiques qui nous permettent de le faire. Et bien une fois que vous l'avez fait, qu'est-ce que vous avez produit comme modèle intellectuel qui explique ça? Surtout que dans un autre contexte social, votre corrélation ne va plus fonctionner. Pourquoi? Alors vous allez être obligé de faire comme tous ceux qui sont confrontés à ça, vous allez créer des épicycles, vous voyez, comme dans le système de Ptolémée, comme tous les Ptolémées, et tous ceux qui ont suivi Ptolémée, vous allez créer des épicycles pour que votre modèle colle. Nous considérons, en sociologie analytique, que, et là on n'est pas du tout dans des controverses idéologiques, etc., c'est juste que ces modèles sont pas satisfaisants intellectuellement. Donc un modèle complet, c'est en effet un modèle qui montre comment un phénomène collectif émergent est la conséquence d'actions-interactions complexes d'individus qui visent généralement des finalités, qui ont des intentionnalités, etc. Donc si on fait des entretiens, si on mesure le niveau microsociologique, c'est pour vérifier qu'il y a bien une cohérence dans notre modèle entre ce qui est déclaré, mais ce qui est déclaré peut être très contraire à ce que les individus font. Il faut que dans votre modèle, vous intégreriez les raisons que les individus ont de ne pas donner les vraies raisons de leur action. Donc, on a des modèles du coup hyper complexes, qui peuvent être des modèles multi-agents, qui sont en fait la prolongation de la pensée de Weber. Weber pensait que les phénomènes collectifs s'expliquaient effectivement en ayant recours à ce qu'il appelait un idéal type, c'est-à-dire un certain nombre de motivations typiques dans un contexte culturel particulier, le protestant, etc. C'est-à-dire l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui en est une illustration. Par ailleurs, on peut critiquer d'un point de vue historique, c'est pas la question. Là, je vous parle de la nature du modèle qui est proposé. Et c'est ce que j'essaye de faire dans la sociologie que je pratique. Simplement, je prétends, et je vais le faire dans un article qui paraîtra dans l'année sociologique, je prétends que la sociologie compréhensive peut aujourd'hui être augmentée. La sociologie analytique peut être augmentée de la connaissance des sciences cognitives. En d'autres termes, l'idéal type individuel, qui va servir de base à ces modèles multi-agents, doit pouvoir être éclairé par la situation évidemment culturelle de l'individu. La variable culturelle est importante, mais aussi par ses invariants collectifs. On sait qu'un individu informé de cette façon, ayant, disons, accès à une information qui est limitée, va avoir tendance à, par exemple, surestimer les probabilités ou avoir plus de considération pour les coûts et les bénéfices, pour les conséquences de son action plutôt que les conséquences de son action, etc., etc. Et que quand on prend un modèle, même très fruste, de cette nature-là, on explique des phénomènes collectifs que les autres modèles sociologiques n'arrivent pas à expliquer. Et c'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'on montre en réalité que le recours à la cognition humaine est certainement pas suffisant, mais il est nécessaire. Il est nécessaire, ce qui devrait impliquer des modèles hybridés complexes, ce que nous essayons de prôner avec des individus très différents comme Laurent Cordonnier, etc., qui n'est pas du tout d'accord avec moi sur plein de sujets, je peux vous assurer. Lui, il se sent plutôt bourdieusien, je l'ai dit et je le redis. Ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Moi, je travaille très bien avec les bourdieusiens intelligents. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Après, on a des petits points de désaccord. En fait, ce sont des points de détail en réalité. Et effectivement, sur les ontologies sociales, etc., on peut discuter. Mais globalement, on est assez d'accord sur une forme de rigueur qu'on doit poser et de ne pas se faire des procès d'intention idéologique qui n'ont pas de sens. Parce qu'en réalité, on lâche la proie pour l'ombre, n'est-ce pas ? En faisant un procès idéologique a priori, en disant voilà, c'est une sociologie de droite, c'est complètement absurde. Le rasoir d'Occam n'est pas de droite. Enfin, je veux dire, c'est une faiblesse intellectuelle qui devrait faire honte, franchement, à ceux qui manipulent ce genre de choses pour en fait discréditer et rendre impossible le débat. Je suis justement en train de lire son livre La nature du social de Laurent Cordonnier. C'est vraiment intéressant et très bien écrit. C'est un très bon livre. D'abord, c'est vrai qu'il sait bien écrire, c'est pas si fréquent. Et puis, c'est un très bon livre, ça se défend sa position. Enfin, je veux dire, je suis pas forcément d'accord avec tous les points, encore une fois, mais si j'ai accepté de le publier, parce que j'en suis l'éditeur aux Presses universitaires de France, c'est parce que je pense que cette voix doit être entendue. Et d'ailleurs,
Et d'ailleurs, je crois qu'elle le sera, puisqu'il a été invité à débattre dans un laboratoire très bourdieusien. Et cela, je m'en réjouis. Okay. Alors, pour passer à un sujet encore plus controversé, vous regrettez un rejet de l'universalisme qui se répand dans la classe intellectuelle aux dépens des visions identitaires et tribales. Oui. Oui, ben je suis pas le seul, mais c'est ce que devrait faire en effet, je pense aussi tout rationaliste. Hein. Le rationalisme est un universalisme, c'est ce qu'on appelle dans la fin du livre. Alors en même temps, ça ne doit pas servir d'argument d'intimidation. Hein. Après tout, on a le droit de contester l'universalisme parce que le rationalisme est un universaliste qu'il a raison. Mais enfin, je veux rappeler simplement au rationaliste qu'il est quand même très difficile de ne pas être universaliste, hein, puisque le rationalisme est fondé sur l'idée qu'il y a assez de points communs dans tout cerveau humain pour qu'on puisse se comprendre et pour que la notion de méthode ait un sens. Sinon, s'il n'y a que des méthodes locales et des épistémologies locales, le rationalisme n'a absolument aucun sens. Bon, je pense que toute l'histoire des sciences met une grande gifle, tout simplement, à toutes ces épistémologies locales, qui sont défendues quand même par, si on prend l'ensemble de la société, l'ensemble de la production de la science, pas quand même par un carteron quand même très très limité d'individus, mais qui parlent très fort, notamment dans ma discipline. Je ne sais pas évaluer la part qu'ils sont, parce que je ne sais pas la sociologie de la sociologie, c'est une question intéressante, mais bon, il y a quand même quelques éléments, notamment des enquêtes, qui permettent d'avancer un peu sur cette question, mais passons cela. Ce qui est important, en effet, c'est de voir qu'il y a une incompatibilité épistémologique, c'est-à-dire ou bien vous pensez qu'il y a suffisamment d'influence dans la pensée humaine pour permettre une pensée méthodique qui parle à tous. Mais encore une fois, je veux dire, la pensée de la médecine, par exemple, montre la médecine chinoise continue d'exister en Chine, mais ne vous inquiétez pas que dans un certain nombre de cas, ils préfèrent utiliser, alors je n'aime pas dire la médecine occidentale, je n'aime pas ce terme-là, c'est la médecine humaine. Peu importe l'endroit où elle a été historiquement découverte. C'est pas parce que vous avez découvert, je sais pas moi, la première équation gravitationnelle que vous avez inventé la gravitation, n'est-ce pas? Dans l'Antiquité, les gens tombaient dans des trous. Les deux corps continuaient à s'attirer selon leur masse et leur distance respective. Donc tout cela paraît évident. Et la longue histoire de la connaissance, c'est tout simplement l'histoire de la mise à distance, de la tentative de la mise à distance par la méthode des grands lestes qui pèsent sur notre rationalité. Ils sont au nombre de 3, qui sont assez bien connus maintenant. Et ce travail ne peut fonctionner que s'il est collectif. Parce que vous, en tant qu'individu, Vincent ou moi, Gérald, je suis porteur de croyances, je suis porteur d'idéologie, je suis porteur d'intérêts, bien entendu, de désirs, d'égocentrisme, enfin, vous voyez, de toutes sortes de choses qui font un être humain. En l'occurrence, si vous me laissez tout seul, en faisant de la science, je serai en mauvaise compagnie. On est toujours en mauvaise compagnie quand on est tout seul à faire de la science. Ouais. Alors, j'aurais besoin que de temps en temps mes collègues me tapent un peu sur les doigts, ça fait mal, mais moi aussi je vais leur taper sur les doigts et on va s'entraider les uns les autres et on va du coup exfiltrer nos propositions intellectuelles de la subjectivité de leur production. N'importe quel enfant peut montrer qu'une découverte scientifique et en effet émerge dans un contexte social, politique, religieux particulier, et que ceux qui l'ont découvert avaient peut-être de mauvaises intentions dans le fond. Ok, so what? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est très intéressant de le faire, c'est un peu de l'histoire des sciences, si on veut de la sociologie des sciences, je ne sais même pas si en fait c'est de la vraie sociologie des sciences, mais plutôt de l'histoire des sciences, mais peu importe, appelons ça si on veut aussi de la sociologie, c'est tout à fait noble de faire cela, mais encore une fois, on perd de vue l'essence de la pensée méthodique et de la rationalité de la science et sa charge universelle en rapportant toute forme de découverte à la réalité microsociale qu'il a vu émerger et en voulant l'enserrer, l'enfermer définitivement dans cette question. Encore une fois, n'en déplaise même à Latour, si Pasteur s'est imposé contre Pouchet dans la controverse sur la génération spontanée, c'est pas seulement parce qu'il avait des réseaux importants, etc. D'abord,
je rappelle que Dominique Reynaud, dans un livre qui s'appelle La sociologie des controverses politiques, a montré que c'était factuellement faux. Mais indépendamment de cela, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de génération spontanée parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. C'est aussi simple que ça, parce que ça n'existe pas, la génération spontanée. Et que Pasteur avait raison sur Pouchet. Alors peut-être avait-il raison provisoirement pour des bonnes raisons et de mauvaises raisons entremêlées. Ok, ça, je ne dis pas que ce n'est pas inintéressant de voir cela. Mais sur cette base-là, en inférer de façon hyperbolique que c'est ça la réalité de la science, eh ben, c'est un raisonnement hyperbolique. Et le rationalisme doit être là pour rappeler aux mauvais sociologues des sciences qu'ils se trompent, que ce n'est pas ça l'essence sur le long temps de la science. Et donc oui, le rationalisme est un universalisme et combattra les épistémologies locales autant qu'elles ont le droit de se produire, mais elles seront combattues intellectuellement et c'est bien normal. Vous parliez des biais individuels qui existent chez les chercheurs, qui sont évidemment indéniables, et du fait que, effectivement, quand il y a un nombre suffisant de chercheurs, on se police un peu les uns les autres, de telle manière que les résultats les plus faibles, les plus influencés par nos mauvaises intuitions, par nos biais, ces résultats-là se retrouvent, disons, abandonnés au bord de la route. C'est aussi quelque chose dont parle beaucoup Jonathan Haidt aux États-Unis. Je ne sais pas si ce nom vous parle, mais il y a quand même une condition supplémentaire à cela, surtout dans certaines disciplines, qui est qu'il ne faut pas que tous les chercheurs, ou disons la grande majorité des chercheurs, partagent des biais identiques ou disons très voisins. Parce que sinon, si tout le monde a les mêmes biais, le phénomène de correction mutuelle n'a pas lieu, quoi. Vous avez parfaitement raison. La logique collective fonctionne, et c'est ce qu'on appelle le critère de Page, dans tous ceux qui s'intéressent à la démocratie délibérative, etc., insistent sur le critère de Page, qui est le critère de diversité. Ouais. Donc en fait, ce type de processus de délibération collective, même s'il n'est pas direct, les scientifiques ne se réunissent pas dans un forum, c'est une forme de délibération collective, finalement, la science ne fonctionne qu'à condition qu'il n'y ait pas convergence des sensibilités personnelles, n'est-ce pas ? Et qu'il n'y ait pas aussi de processus de bâillonnement de points de vue, de voix divergentes. On n'essaie pas de discréditer les voix divergentes, par exemple, en leur collant une étiquette qui les discrédite a priori du type politique, idéologique, etc. On l'a déjà évoqué hier. De toute façon, quand quelqu'un commence à parler comme cela, pour moi, quand quelqu'un commence à dire « Oh oui, mais c'est de la sociologie de… » mettez droite, de gauche, ce serait exactement pareil, ou de ceci, de ça. Pour moi, déjà, il a perdu un quota de crédibilité assez important. Pas pour toute personne sérieuse, ça devrait être évident. Oui, je suis bien d'accord. On comprend bien au travers de tout ce qui a été discuté jusqu'ici, et vous avez donné une conférence à ce sujet-là, je crois que c'était à l'AFIS, à l'Association française pour l'information scientifique. Vous parlez d'un combat rationaliste au XXIe siècle face à, disons, des oppositions qui sont assez imposantes. Et donc là, je vais citer une phrase du livre. Vous dites que la volonté pour certains d'entre nous de défendre la rationalité dans le débat public vous paraît prise dans une tenaille, dans une branche, et cette grandiloquence morale. Donc ça décrit ce qu'on vient d'évoquer brièvement, c'est-à-dire surtout les pratiques qui reviennent à écarter des énoncés comme ça a priori parce qu'ils ne sont pas en accord avec certaines intuitions morales. Donc la grandiloquence morale d'un côté, et puis de l'autre, les propositions populistes fondées sur le dévoilement démagogique. Oui. Ben oui, c'est-à-dire que d'ailleurs on le sent bien quand on est rationaliste et qu'on essaie de bien se tenir, on est sans cesse repoussé dans les bras des uns ou des autres. Ouais. Et il faut faire très attention. Quand on veut être rationaliste de ne pas parce qu'évidemment la tentation, mais pour tous, pas que en tant que rationaliste, quand on se prend des coups d'un camp et caressé dans le sens du poil par un autre camp, on a envie de se retrouver dans l'autre camp, on se dit ils sont quand même sympas et puis réciproquement. Non, il faut se tenir bien. Par exemple, je sais
que mes propos, mon travail sur la sociologie, sur l'épistémologie de la sociologie, notamment avec Étienne Géin, dans le Dante sociologique, est volontiers repris par des gens qui disent oui, la sociologie c'est n'importe quoi, etc. Mais ils se trompent, je ne suis pas dans leur camp. Ces gens se trompent, je ne suis pas dans leur camp. Non, la sociologie a une vocation scientifique, je le redis. Et il y a d'excellents collègues, je ne suis pas le seul à dire complètement il y a c'est pas les dénombrer évidemment, d'innombrables collègues de par le monde qui font un excellent travail. Il se trouve qu'il y en a d'autres qui parlent très fort et qui ne paraissent pas faire du bon travail. Et j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. C'est un danger qui pèse sur la sociologie. Ça ne donne pas le droit à certains. En effet, c'est l'autre part de la tenaille de dire ah ben voyez, il faut arrêter la sociologie ou je sais pas quoi. Je les combatte. Si ces gens-là, mais le problème c'est qu'on a du mal à se faire des amis du coup. C'est-à-dire qu'on est, enfin bon, j'ai des amis, mais je veux dire, en l'occurrence, c'est vrai que je dis surtout pour les jeunes esprits, c'est dur à tenir cette position, mais tenez bon. C'est la seule position qui vaille. La priorité, c'est pas de se faire des amis. La priorité, c'est de se tenir bien. Voilà, de se tenir bien, c'est comme ça. Et puis ensuite, on voit de beaux esprits qui sont là quand même. Et ça n'empêche pas de se serrer les coudes. Voilà, ça fait du bien de se serrer les coudes aussi, c'est humain, c'est normal. Nous sommes des animaux sociaux, il ne faut pas l'oublier. Donc le point de vue des autres, quoi qu'on en dise, même si on se drape dans son orgueil, etc. Non, c'est pas vrai, le point de vue des autres, ça compte. Ça compte simplement, il faut aller puiser le point de vue des autres à une bonne source. Si vous puisez le point de vue des autres à une mauvaise source, vous allez être détourné de la voie du rationalisme. Et c'est difficile, voilà, c'est difficile. C'est ça cette tenaille. C'est pour ça que j'ai dit de façon un peu emphatique que c'était une forme d'héroïsme aujourd'hui. C'est une forme d'héroïsme, oui, puisque le monde est devenu un peu fou, d'essayer de bien se tenir. J'ai atteint la fin de mes questions, Gérald. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose ? Écoutez, non, si, peut-être juste un point. Parce qu'on parlait d'un point d'information, c'est de vous dire que j'ai continué ce travail à propos de la déradicalisation. J'ai continué ce travail, donc c'est pas la fermeture du centre de Pontourny n'a pas clos la possibilité, d'une part la réflexion et l'action. Parce qu'aujourd'hui, je forme des gens, alors j'interviens de temps en temps un peu en prison comme ça, mais surtout je forme directement ceux qui sont en contact d'individus qui sont alors là sur la pointe la plus haute de la radicalisation. Il y a trois types de radicalisés en prison selon la nomenclature pénitentiaire, et ces individus qui interviennent dans les trois groupes. Et aujourd'hui je forme ces individus un peu à ces techniques-là, à ces méthodes qui vont essayer de reporter ces méthodes directement. Donc ça démultiplie un peu, parce que moi j'ai pas le don d'ubiquité, ça démultiplie un peu cet espoir. Cet espoir, c'est pas un coup de baguette magique, encore une fois. Il s'agit simplement d'essayer par la pensée critique de faire redescendre de quelques marches seulement, c'est peut-être suffisant, des individus qui sont enfermés dans des croyances qui peuvent être mortifères. Ok. Écoutez, merci beaucoup, Gérald. Bon courage pour tous ces projets ambitieux, mais vraiment qui semblent en tout cas très intéressants et très, très importants. Ok, c'était un plaisir, Vincent. Bon, écoutez, bonne journée. Oui, vous aussi. Merci encore. Au revoir. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast Science, Esprit Critique et Liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.